Oh oui, mes amis, bienvenue dans cette deuxième TLR Booking, une TLR Booking qui sort de l'ordinaire, pas spécialement de Fantasy Booking, mais comme vous le savez sur la chaîne maintenant, depuis le temps que je le répète, s'il y a bien un mot qui peut définir aussi bien la chaîne que l'énergie que j'y mets, c'est la passion. La passion du catch. Et quand je dis passion du catch, c'est notamment le fait que je peux passer littéralement des heures à en parler. Des heures à en parler, ce qui m'arrive relativement très souvent, notamment en déplacement catch. Vous savez, quand on est sur la route et qu'on conduit toute la route et que j'essaye de régler l'exposition, ça y est, c'est fait. Qu'on conduit toute la nuit parfois pour rentrer d'un show. Il faut bien meubler. Alors c'est bien beau de parler de CUL, c'est bien beau de parler de meufs, c'est bien beau de parler de muscu, mais au bout d'un moment, on finit par parler de catch. Et ça, c'est le genre de discussion que j'adore, que je préfère. Et donc, parti de là, mes amis, récemment, vous m'avez fait rêver. De toute façon, vous me faites rêver. La communauté de la chaîne, vous me faites rêver. Mais sur la vidéo, l'importance du booking, la review de SmackDown de la semaine dernière, j'ai eu plusieurs commentaires que j'ai sous les yeux, très développés, et je me suis dit, plutôt que je les lise et que j'y réponde par texte, je veux le faire en vidéo. Je veux le faire en vidéo parce que certains sont quand même très recherchés, et ça concernait la grande question, mes amis, la grande question de comment booker un heel principalement. Et moi, je vais étendre le sujet de cette vidéo à, tout simplement, peut-on vraiment encore être heel de nos jours ? Pourquoi ? C'est ce que nous allons voir dans cette TLR Booking. Parce que ça a attrait au booking de catch. Et là, vous avez, comme vous l'avez sûrement vu, mes amis, vous voyez sur l'écran derrière moi ma vidéo d'entrée en tant que bel esprit, oh oui, principalement heel. Et juste après, normalement très bientôt, peut-être même maintenant, vous allez voir ma vidéo d'entrée du Spartiate. Pourquoi j'ai voulu mettre ce fond et pourquoi j'ai mis les deux vidéos ? Parce que à travers ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir travailler de façon extensive, ça se dit oui en français ? Extensive, parce que je sais que ça se dit en anglais. Les deux faces d'une même pièce. Je peux dire aujourd'hui, après presque 20 ans de carrière, mes premières chutes ayant été prises en août 2004, avec donc 20 ans de carrière, fièrement, mais avec beaucoup de plaisir aussi, je peux dire que j'arrive à faire les deux. Alors, non seulement j'arrive à faire les deux, aussi bien le face que le heel, mais je prends du plaisir à faire les deux. Alors une grande question qu'on me demande souvent, c'est Tom, tu préfères être heel ou face ? Autant commencer comme ça la vidéo. Et ce genre de vidéo, franchement, alors je vous le dis tout de suite, ça va s'adresser aux fans vraiment qui étudient le business, pas juste qu'on regarde comme ça le produit et qu'on dit lui je l'aime bien, lui je l'aime pas. C'est vraiment des vidéos de réflexion, les TLR Booking maintenant, que j'y tiens en tout cas. Donc, et pour les apprentis catcheurs également. Les apprentis catcheurs, c'est très important de comprendre comment marche le business. Donc, si je devais répondre à si je préfère faire face ou heel, une partie de moi va dire je préfère faire face d'un point de vue business. Pourquoi ? Parce qu'un face, comprenez, un face va connecter avec la foule. Donc forcément, alors on va se placer d'un point de vue, pas trop d'un point de vue indie, mais d'un point de vue WWE ou grosse fédération américaine. Un babyface va vendre plus de merch, va vendre plus de merchandising, et donc il va faire plus d'argent. Déjà, c'est le point de vue business. Ensuite, d'un point de vue un peu plus catch, un babyface va tout simplement, quand c'est bien fait le catch, prendre moins cher sur le corps qu'un heel. Pourquoi ? Parce qu'un heel, alors je vais citer Tyler Breeze et Sean Spears à leur école Flatbacks Training. Sean Spears, oui, il s'appelle plus Ty Dillinger à NXT. Un heel, quand il chute, il doit faire comme si le sol du ring c'était de la lave bouillante. La lave en général est bouillante, mais voilà. Tout ça pour dire que un heel doit vendre et doit faire mousser le babyface comme c'est pas permis. Un babyface, alors attention quand je dis un heel doit vendre, c'est-à-dire il doit, pour faire simple, chuter. Très souvent ça se traduit comme ça, les gens qui savent pas bosser font chuter le heel parce qu'ils savent pas faire autrement. Ça c'est le premier truc. D'un autre côté, le babyface doit vendre, mais lui il doit vendre d'une façon un peu plus, j'allais dire statique. Vous observez, et je le dis souvent dans les télé reviews, vous observez un Shawn Michaels ou un Sami Zayn quand ils vendent, les mecs ils chutent bien, et après
ils connectent émotionnellement avec la foule parce qu'ils sont en danger. Et ça revient à l'histoire classique d'un film où le film débute, le babyface, il est heureux, tout va bien, on connecte avec lui, on se dit ah super le babyface et tout se passe bien pour lui. Et puis tout d'un coup, une couille arrive et tout le long du film, le babyface est en galère. Histoire classique également de Batman. Batman, pourquoi c'est un héros tellement bien, en plus du style qu'il a et des méchants qui le font mousser de ouf, là aussi l'importance du méchant, le sujet de la vidéo, c'est que Batman, il galère tout le temps. Batman galère tout le temps, il est tout le temps soit à l'article de la mort, soit sa meuf l'a quitté, soit son manoir a brûlé, et c'est ça en fait qui fait qu'un babyface on connecte avec lui, c'est que de le voir en difficulté. Et donc pour le voir en difficulté, il faut un super méchant mes amis. Et alors avant d'engager dans la vidéo, autant vous dire un peu, et là je suis très excité par le fait que j'ai sous les yeux vos commentaires qu'on va lire un par un, mais surtout j'ai transféré sur l'ordi pas moins presque, alors allez, plus de 50 matchs, plus d'une cinquantaine de matchs de mon époque WS. Et alors là, mes amis, il y a du gros qui arrive. Et justement, ça me permet de faire le lien avec cette vidéo où il y en a où je bosse heal, il y en a où je bosse face, et quand je bosse babyface, vous allez voir la variété de personnages heal différents que j'ai eu dans ma carrière à la WS, c'était magnifique. Des TLRAM, il y en a déjà une vingtaine qui ont été postés. Il y en a encore au moins je pense 7 ou 8 qui sont prêtes à être publiées. Et alors là, quand j'aurai fini les 60 là, quasiment que j'ai mis sur l'ordi, mais ça va être un truc de ouf. Il y aura quasiment 80 TLRAM. Bon, et peut-être certaines seront doublons. C'est pas grave, je vais peut-être quand même les mettre parce que c'est toujours bien de voir les nuances. Par exemple, là tout à l'heure, je regardais. Il va y avoir les matchs avec David Michel, les matchs avec Mourad Bosporus. Il y a plein d'autres matchs avec Miseria. Mais chaque match apporte son lot d'innovation et franchement chaque match vaudra le détour et c'est pour ça que ça m'a encore plus donné envie de faire cette vidéo sur comment être un bon heal aujourd'hui. Alors mes amis, parlons tout de suite déjà à la base. Moi ce que j'aime surtout dans ce genre de discussion, c'est définir les termes, parce que si on n'est pas d'accord sur la définition de certains mots, ça va être dur de pouvoir communiquer sur la même longueur d'onde. Donc déjà à la base, c'est quoi un heal? Le heal, c'est le méchant de l'histoire, voilà, tout simplement. Mais méchant dans le sens, enfin ça c'est à mes yeux, méchant dans le sens à travers son travail dans le ring, à travers son personnage, son comportement. Pas juste méchant parce qu'il fait des fuck à la foule. Ça, le truc basique, c'est un des premiers trucs qu'on m'a dit en catch. Fais pas ça parce que c'est de la cheap hit et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut sortir devant un public et faire fuck off. Je l'ai même fait, hein. très peu de fois, mais très tôt dans ma carrière, je l'ai fait une ou deux fois. Tout de suite, on m'a dit fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher de vraies raisons pour que la foule te déteste et pas juste leur faire un gros fuck. Ça, c'est le premier truc. Et donc, ça m'amène à la question. Parce que le mieux pour comprendre quelque chose, c'est bien beau de faire des grands discours, mais c'est bien aussi de donner des exemples. Et j'ai essayé de réfléchir. Si je devais faire un top 3 des meilleurs heals que j'ai jamais, entre guillemets, connus dans ma carrière, pas carrière, dans le fait que je sois fan de catch, tout simplement, parce que je vais pas citer des heals que j'ai affrontés moi. Alors je pourrais, mais ça va pas vous parler autant. Je parle plus de heals qu'on voyait à la télé. Et donc, alors là, ce qui me fait rêver, c'est que moi, chaque fois, j'ai trouvé des exemples, mais qui datent d'il y a plus de 20 ans, voire 25 ans pour certains. Et donc, je me dis, est-ce que vous allez vous en souvenir? Alors, je vais essayer de mettre dans la description de la vidéo des vidéos de ces heals. Mais pour moi, un des meilleurs heals de tous les temps, c'était Mohamed Hassan. Mohamed Hassan qui a commencé à la WWE, si je dis pas de bêtises, en 2003 ou 2004, un des deux. C'était énorme. Son personnage était énorme parce que, pour moi, ce que j'adore, et d'ailleurs, je vous dis, c'est pour ça que j'ai mis ces vidéos en fond, c'est un peu comme à la Rix, on va dire. Ce que j'aime, c'est les heals qui ont un discours dans un sens de babyface. C'est le meilleur. Quand vous arrivez à jouer sur cette nuance, c'est-à-dire le mec, je l'aime pas, mais pourtant, ce qu'il dit, il y a une part de vrai, c'est magnifique. Parce que là, en fait, ça permet non seulement de jeter alors au visage des gens leur hypocrisie, et donc d'être encore plus heal. D'accord? Mohamed Hassan, c'est ça. Mohamed Hassan, c'était l'Américain d'origine Moyen-Orient, Middle Eastern, comment on dit en français? Bon, enfin bref. C'était l'Américain d'origine arabe, et qui disait que depuis les attentats du 11 septembre 2001, le mec était détesté dans son pays alors qu'il est américain. Et que ça, au bout d'un moment, il en avait marre. Parce qu'il est autant américain que vous tous, et
il veut juste une chance de pouvoir représenter le peuple américain et la WWE. Alors oui, bon, bien évidemment, c'est une storyline qui vibe un peu sur la vibe, sur la connotation un peu de racisme, mais à l'époque, c'était totalement d'actualité. C'était totalement d'actualité, et moi qui regardais ça du point de vue en France, je me disais, mais ce mec, au final, il a raison, il a rien fait, si ce n'est le fait d'être d'origine arabe. Et le truc, aux États-Unis, à l'époque, après les attentats quand même du 11 septembre 2001, c'était, alors entre guillemets, très mal vu. Mais donc son personnage était en or. Il était en or parce que c'est sa vidéo des débuts, je vous la mettrai dans la description. La hit qu'il a pour un mec qu'on n'a jamais vu en personne à l'écran, c'était légendaire. Et je redis, ce qui était kiffant, c'est que le mec, il avait de vraies raisons de se faire huer, mais encore plus parce qu'au final, ce qu'il disait, c'était la vérité. Et vous savez, des fois, enfin, très souvent, moi, franchement, je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait du bien. Et quand les heels peuvent voguer sur cette vibe, c'est très important. D'autant plus, alors ça, on y reviendra plus tard quand j'aurai fait les deux autres heels, entre guillemets, que je pense étaient excellents, c'est aussi qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas autant présents que maintenant. Parce qu'au final, Mohamed Hassan détesté avec des varis comme il l'était à l'époque, si on l'avait vu dans des stories sur Snapchat ou sur Twitter, en train d'être super cool, d'avoir le drapeau américain dans les mains et de boire des bières avec ses potes, ça aurait flingué le truc. Mais ça, on va y en parler plus tard. Et c'est pas une critique, hein, mais justement, c'est très important, surtout pour comparer à certains catcheurs qu'on voit aujourd'hui à l'écran. Un autre que j'avais vraiment adoré de Hill, c'était Kane. Kane sans le masque. Quand il a perdu son masque et qu'il avait le crâne rasé et qu'il s'était mis à vouloir brûler Jim Ross et tout, le mec était parfait en Hill. Pourquoi? Parce qu'il était pas beau. Il était laid physiquement, c'est très important pour un Hill de pas trop être attirant physiquement. Il était laid physiquement, il avait un comportement de psychopathe, il voulait tuer des gens. C'était vraiment le mec impossible à aimer. Impossible à aimer, et il faisait rien de cool dans le ring, ça aussi c'est important. Et donc franchement, Kane sans le masque, c'était un très bon heel. Et dans la même vibe, et pour la même époque également, pour ceux qui s'en souviennent, et pourtant j'ai eu l'occasion de bien en parler avec lui, c'était la Résistance. L'équipe de René Dupré et de Sylvain Grenier, qui avait commencé en 2003, si je dis pas de bêtises. À l'époque, alors pour ceux qui étaient... je suis quasiment sûr que sur la chaîne, il y en a pas mal qui n'ont jamais vécu ça. En 2002, je crois, ou en 2001, lors de l'attaque en Irak, des États-Unis, Jacques Chirac, qui était président français à l'époque, s'était opposé à cette attaque. Il avait dit non, on n'a pas de preuve qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, je refuse d'envoyer des troupes françaises en Irak. Et ça avait provoqué une haine, entre guillemets, non officielle, des États-Unis pour tout ce qui était français. Et donc la WWE surfe là-dessus, et vous voyez arriver ces deux gars, je vous mettrai les vidéos en dessous, des vignettes, Sylvain Grenier et René Dupré, qui arrivent en français avec leur accent franco-québécois. Et la hit qu'ils ont eu, c'était un truc de ouf, parce que là aussi, impossible de les aimer. Alors oui, ils avaient des gros physiques et ils avaient des belles gueules. Mais encore, là, d'un autre côté, ça renforçait encore plus l'envie de les détester, parce que c'était deux beaux gosses français qui se la pètent. Et là, boum. D'ailleurs, ça me rappelle exactement ce que m'avait dit Dusty. Dusty Rhodes, quand on avait eu un entretien avec lui début 2014 avec Marcus, quand on était les légionnaires et qu'on commençait à faire l'équipe de Français, il avait dit, vos personnages, ils sont faciles à comprendre. C'est deux Français puants qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Voilà, boum. Et quand vous avez cette vibe, facile de booker. C'est excellent et facile à booker. Et donc, on fera des... Alors, là aussi, TLR Stories, là, il y en a, que je vous dise pas de bêtises, il y en a une dizaine qui sont prêtes. Et toutes les 2 semaines, donc je mettrai une TLR Stories d'un segment télé à impact important. Donc on va être tranquille pendant au moins 4 ou 5 mois. Mais tout ça pour vous dire, la prochaine sera postée vendredi prochain. Oh oui, oh oui. Ça sera un segment avec... Al Snow qui nous présente tout simplement nos débuts officiels à Impact Télé Weekly, hebdomadaire. Donc bref, ça pour dire, on a les TLR Stories Impact qui vont arriver dans les 5 prochains mois, une toutes les 2 semaines, mais après ça je reprendrai les TLR Stories où je raconte une histoire, et certaines d'entre elles vont être notamment mes interactions avec Dusty, comment développer un personnage, et également, alors là aussi, une qui va être excellente, c'est mon expérience backstage à WrestleMania 30. WrestleMania 30, qui avait vu la fin de la streak de l'Undertaker et la victoire de Daniel Bryan, le titre mondial, qui avait enfin récompensé sa carrière de près de 20 ans. Mais bref, on s'égare mes amis. Donc voilà, moi si je devais vous dire 3 heels vraiment qui m'ont marqué, Mohamed Hassan, Kane et la Résistance. Maintenant, pour être un peu plus d'actualité, Dominic Mysterio. Dominic Mysterio, il a absolument rien qu'on puisse aimer. Il est pas beau physiquement. Il a une gueule, vous avez envie de lui mettre des claques avec sa moustache et son mulet. Il a pas de physique. Il catch en trichant. Et sa voix est énervante. Il a vraiment rien pour plaire. Le seul truc qui pourrait nous plaire, c'est que c'est le fils de Rey Mysterio. Mais c'est tout. Et franchement, c'est excellent. Ça, pour un heel, Dominic Mysterio est probablement le meilleur heel aujourd'hui à la WWE. Mais attention. Comme tout le monde le sait, c'est une serpillière.
Le mec il perd tous ses matchs et il est jamais crédible dans son offense. Et c'est ça, au final, le grand sujet de la vidéo, c'est est-ce qu'on peut encore être heel aujourd'hui et surtout est-ce qu'on peut être un heel crédible, qui était au début la question que je posais. C'était genre, c'est même non c'est un commentaire. Alors je sais plus, désolé frérot, je me souviens plus de ton pseudo, mais voilà, voilà, c'est DJ Asso Milan qui a changé son pseudo parce qu'il me disait ce pseudo là est plus facile à prononcer. Il avait lancé un grand débat qui était aujourd'hui, comment faire avec le booking de Triple H qui book tous ses heels en trichant. Et moi je vous redis, je plaide coupable. Moi, les rares fois où je book des shows, j'ai du mal à faire gagner un heel clean. Et c'est pour ça que des fois j'observe ou je réfléchis au booking d'un Vince McMahon, et c'est vrai que Vince McMahon faisait parfois gagner ses heel clean, et c'était franchement dans un sens bel esprit, parce que il faut construire des heels forts. Et donc mes amis, c'est la grande question d'aujourd'hui. Juste avant de continuer, je vais lire vos commentaires là, mais aujourd'hui c'est dur d'être vraiment heel. C'est dur d'être vraiment heel parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit la preuve avec Jacob Fatu qui est quand même un gros look de heel, même si ce qu'il fait dans le ring c'est un peu trop flashy et trop beau en fait. Et quand en plus on le voit que backstage il est super gentil, c'est une crème, le mec il trépigne de joie de faire une vidéo avec le Boogeyman et il lui fait un hug et tout. Le truc c'est que tout le monde voit ce genre de vidéo maintenant. Les 2/3 d'une foule WWE va voir ce genre de vidéo sur Twitter. Et donc forcément ils vont dire non mais en fait ce mec il est cool. Donc j'ai pas envie de le huer, tu vois. En plus il est excellent dans le ring et ça flingue tout. Alors qu'à l'inverse, c'est rare et croyez-en, j'allais dire l'individu que je suis. En fait, pour vraiment être un bon heel, il faut garder cette personnalité de heel, même jusque sur les réseaux sociaux. Parce que là, les gens sont incapables de faire la différence, ou alors très peu de gens sont capables de faire la différence entre vous, mais là, est-ce qu'il est sincère ou est-ce qu'il joue son personnage de catcheur? Et ça, quand vous arrivez à faire ça, mes amis, oh oui, bel esprit. Et plus c'est crédible, plus ça marche. C'est comme un film. C'est comme, j'allais dire, une scène de boule. C'est comme le catch. Plus c'est crédible, plus ça marche, mes amis. Allez, mes amis, c'est parti. On lit vos commentaires et je vais réagir en live. Alors, premier. Les commentaires sélectionnés, parce que voilà, certains sont très longs et donc je préférais les lire en live. Alors, Mauli Mosino me dit bonjour Tom. Par rapport à ce que vous dites sur les heels, est-ce qu'un heel qui en impose physiquement n'est pas un contre-exemple de celui qui n'aurait pas besoin de tricher pour gagner? Juste, il explose tout et donc donc il est ce sommet à atteindre. On pourrait imaginer avec des mecs entre guillemets machine de guerre, ultra efficace, mais dont l'attitude avec la foule est hostile, pour que justement le boulot soit compliqué pour le face, qui derrière devrait aller les chercher. Ce qui n'empêche pas les coups bas de temps en temps. C'est comme tous ceux qui viennent perturber l'arbitre dès qu'il y a quelqu'un autour du ring, ça devient systématique, donc là aussi très prévisible, très dommage. Par avance, merci pour votre retour. Bah écoute, merci à toi pour ton commentaire, c'est très bien parce que tu abordes justement un thème qui était très important, nous à notre époque quand on était à NXT, avec Marcus on y a beaucoup réfléchi, quand il fallait être heel français, et qu'on lançait l'équipe. Et on se disait, est-ce qu'on va être des heels bourrins, c'est-à-dire violents, ou des heels plutôt cheesy, en mode tricheur peureux? Et le choix était vite fait. On a préféré être les heel cheesy peureux parce que le problème c'est que quand vous êtes un bourrin, je vais prendre l'exemple de Rusev ou de Kane. Ok, vous êtes poussé comme un monstre, ok cool, vous gagnez tous vos matchs. Le jour où vous perdez votre premier match, votre gimmick est morte. Surtout si vous perdez clean. Donc, le truc de faire des heels qui explosent tout, oui il en faut, mais il faut que ça soit adapté au physique et à la gimmick. Mais maintenant, c'est le double tranchant de le jour où ce gars-là va perdre, et il faut qu'il perde un jour, eh bien, tout sera flingué. C'est comme un peu, vous savez, j'y repensais l'autre fois, c'est comme quand Lesnar, il a perdu en 30 secondes contre Goldberg. C'est comme si on avait jeté dans les chiottes la carrière de Lesnar, à le faire perdre contre un mec qui avait passé 50 ans à l'époque. Alors oui, c'était pour le clin d'œil de Goldberg, et pour faire popper les fans, et pour faire jazzer. Et là encore, respect à ce genre de booking quand même, parce que ça a eu un effet, personne ne voyait ça venir. Mais d'un autre côté, est-ce que c'était la meilleure des décisions à prendre? Très très grande question, et chacun a son avis. Oh oui. Donc, deuxième commentaire. Olivier Swick 67205 me dit super review. Alors petit 1, je m'attache plus à la story qu'au booking. Qu'à la qualité du match. Donc je préfère que tu donnes plus de temps aux analyses du scénario que du match. Ok d'accord, c'est noté amigo. Bonne question de la semaine. Moi j'ai toujours été plus fan d'un heel que d'un face. Que ça soit au cinéma ou dans le catch, sa psychologie peut être tellement plus profonde et on peut s'autoriser beaucoup moins de barrières éthiques qu'un face. Ça c'est une très grande question là aussi. C'est une très grande question parce que en effet, je recite Batman. Combien de fois dans un Batman le méchant a plus de succès auprès des fans que Batman lui-même? Et ça, on en arrive à se poser la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est parce que le scénario est mal écrit? Ou est-ce que c'est pas tout simplement parce que le personnage de Batman
n'a pas les qualités pour être vraiment le héros de l'histoire. Je sais pas, même moi je vous dis, je suis incapable de savoir. Parce que aussi, c'est clair que la psychologie d'un heel, on peut beaucoup plus la travailler que celle d'un babyface. Et ça, c'est passionnant à faire. Franchement, si vous plongez là-dedans, il suffit de regarder, c'est pas Wrestling with Shadows avec Mankind. Et quand Mankind vous parle, Wrestling with Shadows, qui était un documentaire qui était paru sur Brett en 98, si je dis pas de bêtises, qui est disponible sur Internet, j'essaierai de le mettre aussi le lien dans la description. Il y a plein de liens à mettre dans la description. Mais quand Mankind décrivait comment il a bossé sur son personnage, et ben franchement, c'était un truc de ouf. Parce que le mec, il était là en mode à vous expliquer à quel point profondément il était rentré dans la psychologie de Mankind. Et moi qui découvrais ça, à l'époque j'avais 14 ans, je disais mais waouh, c'est incroyable de voir le boulot qu'il mettait là-dedans. Mais ça m'avait marqué. Donc je vous conseille très sincèrement d'aller voir Wrestling with Shadows, mes amis, qui est passionnant comme documentaire sur le catch. Après, tu me dis quoi, mon cher Olivier? Un film où un heel gagne, j'ai pensé à Seven, j'ai pas vu ce film. Et un match de catch où le heel gagne clean qui t'a marqué, Lesnar contre Cena à SummerSlam, mais ça je me souviens pas de ce match. Un autre heel qui gagne clean qui gagne clean, Lesnar, là encore, contre l'Undertaker pour la streak. C'est vrai. J'avoue, tout le monde était resté con. Même moi. Moi, je l'ai vécu dans l'arène. J'étais juste à côté de l'entrée. Quand j'ai vu Lesnar gagner, j'étais waouh, scotché. Et au final, ça a rendu le match encore plus mémorable, je pense. Parce que si Lesnar avait gagné en trichant, ça aurait été de la merde. Oh non. Allez, question, commentaire suivant, je mets le petit cœur. VAH03981 me dit: je serai plus nuancé sur la question du heel face. Ah ouais, d'accord. Je pense que la vision d'Hunter sur le booking est suffisamment claire, et je ne suis pas forcément pro Triple H. Je pense que le clip promotionnel du premier épisode de Raw sur Netflix répond bien à cette question. La télévision est l'un des symboles de l'Amérique. Et que ce soit dans les dessins animés, le catch et les films, il y a toujours cette éternelle bataille entre le gentil et le méchant, entre le bien et le mal, entre les bonnes et les mauvaises actions. Et la télévision a toujours été en opposition à la société. Quant à la télé, il y avait le gentil face au méchant. Dans nos vies quotidiennes, il y avait la nuance, la complexité de l'humain. En gros, dans le monde réel, il n'y a pas cette binarité claire. Excellent. Mais ça, c'était avant. Depuis l'époque du wokisme, c'est la société qui devient binaire. Et donc, non, justement, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Justement, ils veulent casser cette fonction binaire, non binaire. Et donc, ce que doit faire la télévision, c'est l'inverse. Car le téléspectateur doit faire la part des choses entre la fiction et le réel. Et il doit se retrouver symboliquement dans ce qu'il regarde. Je pense donc qu'aujourd'hui, on veut voir de la nuance à la télé et dans le catch. On veut voir des personnages dans lesquels on se retrouve, nous montrant des batailles intérieures en s'affrontant eux-mêmes. Quand on y réfléchit, je vais prendre un exemple de la pop culture qui témoigne de ça, c'est le personnage de Dark Vador. L'un des personnages les plus iconiques du cinéma. Pourquoi? Parce qu'il a été tout à la fois. Bon et mauvais, gentil et méchant. Oui, mais alors attention, là je mets une pause. Il a été uniquement bon quand ils ont fait les épisodes 1, 2, 3. Enfin, les préludes, la création de Dark Vador. Si t'avais pas connu son enfance et pourquoi il est devenu méchant, t'aurais jamais compris. T'aurais jamais dit il est bon, en fait. T'aurais dit que c'était que du mauvais. Ça aussi, ça a gardé en tête, attention. Hein. Et c'était aussi une question merchandising et commerciale, hein, pour faire de la thune. Et en ça, je trouve le booking de Triple H actuellement correct, voire très bon. Il nous présente des personnages remplis de nuances, sur des voies de rédemption, et évidemment, quand certains n'ont pas de plan précis, ça casse complètement le truc, parce que la censure est trop forte entre ceux qui... La césure. Oui, bel esprit. Le français est excellent, mec. Hein. Mec, non, ou meuf peut-être, excuse-moi. Je sais pas, c'est quoi ton pseudo, c'est VA, ça a l'air féminin. Bon, bref. Et évidemment, quand certains n'ont pas de plan précis, ça casse complètement le truc parce que la césure est trop forte entre ceux construits et ceux sans réel booking. Et il ne faut pas oublier une autre tradition importante dans la culture américaine, la tradition et le conservatisme des valeurs. C'est vrai également. La WWE doit donc maintenir cette valeur du face versus heel tout en apportant des nuances. Sous Vince, c'est vrai que Roman était construit fort, ce qui a créé toute cette aura. Mais parfois, certains comme Lesnar ont été construits beaucoup trop fort, ce qui faisait en sorte que le face devait tricher pour éventuellement gagner. Je pense que la WWE devrait créer une catégorie entre les deux, par exemple avec un Edge Styles heel qui gagne grâce à son palmarès, pourrait se permettre de gagner sans problème clean. Mais quoi qu'il arrive, pour connecter avec la foule, le face ou le heel devra avoir une attitude en fonction de ce qu'il incarne. Car on le voit très bien, un face versus face, bien que ça soit intéressant, ça ne connecte que rarement avec la foule. Alors encore moins les heels contre heels, crois-moi. Les personnages doivent assumer ce qu'ils sont. Quand on regarde Eddie Guerrero, on se dit que c'était le heel le plus face de l'histoire. C'est vrai. Pareil pour des gars comme Flair et MJF, ils gagnent en trichant, mais tout le monde aime ça car c'est leur personnage. Non, attention, Flair n'était pas aimé à l'époque. Hein. Flair, quand il était dans le feu de sa carrière dans les années 80, début 90, tout le monde le détestait, il faut faire gaffe à ça aussi. Hein. Pareil pour voilà, ils gagnent en trichant, mais tout le monde les aime car c'est leur personnage. À noter même que quand ils sont face, ils gagnent toujours en trichant. Oui, mais ça c'est leur gimmick, comme tu le dis.
tout comme Eddie Guerrero. Et dernière chose, il y a le quatrième mur. Aujourd'hui, le spectateur de catch connaît le kayfabe. Il sait qu'il regarde un truc où des rôles sont donnés, et ça durcit l'appréciation du catch. On est de plus en plus exigeant, et peu importe que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. Tant le catch fait parler, c'est que ça marche. Écoute, VA, j'ai envie de dire, t'as quasiment tout dit. Parce que je suis d'accord avec quasiment tout ce que t'as dit. Il y a juste certains trucs, alors deux choses. Tu dis aujourd'hui les gens connaissent le kayfabe, oui, mais il y a toujours moyen de les faire plonger. Frérot, enfin bon, après je m'en fous, je le dis, mais ça c'est parce que le niveau où ça allait, je me suis dit, waouh. Tu te sers de Twitter comme il faut, t'inquiète pas, t'es détesté. Oh oui, oh oui. Le moins de petits tweets, j'en parlais encore d'ailleurs hier avec Catch Club, avec Ali de Catch Club. Si tu sais gérer les réseaux sociaux, tu peux être détesté. Oh oui, oh oui. Et les gens après font plus la différence. Parce que c'est ça aussi la magie d'Internet et surtout de X, c'est que tu peux dire ce que tu veux sans la moindre sanction derrière. Oh oui, oh oui. Et les tweets peuvent pas être effacés, donc les gens se permettent de dire des trucs sur X que ils me le diraient en face, ils se prendraient un coup de boule. Par contre, un autre truc, alors très important que tu as dit, alors, et ça, par contre, ça, je voulais en parler depuis pas mal de temps. Tu dis, grosso modo, le booking de Triple H est très bon. Et je sais que c'est une expression. Mais alors maintenant, il faut comprendre une chose. Triple H est entouré de scénaristes. Il en a 3 ou 4. Je les avais croisés à Backlash. À l'époque, il bossait à NXT quand j'y étais. Et Triple H, et j'en ai parlé avec Joe Belcastro, qui maintenant écrit des livres, qui était le booker en chef d'NXT quand j'y étais. Il a beaucoup travaillé avec Shawn Michaels et c'est passionnant de discuter avec lui. Maintenant, il fait que des romans. Joe Belcastro me disait, et on est tombé d'accord là-dessus, qu'en fait, Triple H laisse beaucoup plus de liberté créative et scénaristique à ses scripteurs. Et ça fait toute la différence. Parce que comme on le dit tous, on voit les personnages construits sur le long terme, comme un vrai scénariste de film le ferait. Et là où Vince changeait le script 2 heures avant le show, Triple H, lui, a une vision à long terme. Et même les catcheurs me le disaient, ils me disaient, au moins maintenant, tu lui parles, ils te disent qu'il va se passer sur les 3 ou 4 prochains mois, et ça se passe, ça arrive, ça change pas au dernier moment. Et ça, c'est très important. Donc, alors attention, je retire pas du crédit à Triple H, mais c'est pas Triple H au final qui fait ça. C'est pas que lui tout seul, c'est les scénaristes à qui Triple H laisse beaucoup plus de liberté. Très très important. Et la plupart de ces scénaristes, c'est des fans de catch, d'accord, mais c'est pas des scénaristes de catch, c'est des scénaristes qui ont appris à écrire des histoires, des scénarios de films, et certains étaient journalistes également, donc ils ont eu des formations de raconteurs d'histoires classiques, et ça se ressent dans le produit comme tu dis. Mais franchement, je suis d'accord avec quasiment tout ce que tu as dit. Allez, un autre commentaire, mes amis. DJ Asso Milan, ou Jasso Milan, peut-être, celui qui est à la base de cette vidéo. Oh oui, oui, amigo. Vraiment, merci beaucoup Tom pour cette review. Ben, merci à toi pour tes commentaires et ton bel esprit. Franchement, bel esprit. Tu remarqueras, ce pseudo-là est plus facile à prononcer. D'abord, ta problématique sur les reviews. Personnellement, c'est tes analyses de match qui m'ont fait accrocher. Bon, alors ça, tu me parles dans... Voilà. Maintenant, pour mon commentaire de l'autre fois. Merci beaucoup pour cet effort de réponse et tous ces éléments partagés. Moi aussi, j'aime les sad ends, c'est-à-dire les fins de films tristes dans les œuvres de fiction. La vie, ce n'est pas les bisounours, et c'est très vrai. C'est pour ça que les sad endings me parlent plus et je les trouve plus marquantes et cohérentes. Oui, ce que je savoure le plus, c'est une histoire intéressante et cohérente. Et les happy endings me paraissent trop souvent forcés, c'est très très vrai. Surtout quand, je redis, on prend un film comme 2012 où le mec, il évite tout, il se prend des arbres sur la gueule, la voiture. Non, là c'est too much. Je vous dis, moi, dans 2012, j'aurais aimé que tout le monde meure. C'est bête à dire, mais là, ça m'aurait fait 10 fois plus réfléchir que tout le monde survit et que les arches, il y en a qu'une qui foire, je crois, de mémoire, quoi. Enfin bref, désolé pour les spoilers. Alors, les happy endings me paraissent souvent trop forcés. Ça dépend qui te le fait. Et tu m'as fait penser, un heel qui gagne clean, ça enterre le babyface. Et je n'ai rien à dire sur ça, je suis d'accord. C'est beaucoup plus facile de rebondir en tant que heel pour revenir sur le cas Gunther, où tu disais qu'il pouvait juste mettre la faute sur le public ou l'arbitre, exactement. Mais un babyface, c'est chaud. Néanmoins, pour le cas des histoires intéressantes et cohérentes, l'importance d'un méchant, et donc d'un heel dans le catch, c'est qu'il soit dangereux. Très vrai, et être dangereux, ce n'est pas être fort. C'est être capable de battre le héros d'une manière ou d'une autre. Et être fort, c'est juste accessoire. Dans le cadre du catch, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est Edge. Exactement. Alors attention, tu peux dire aussi également que être dangereux, ça veut pas dire être intimidant physiquement ou dangereux physiquement, ça peut être aussi être tellement fourbe et taré dans ta tête que tu en deviens dangereux. Le mec qui va te sortir un couteau de sa manche et qui va te le planter dans les reins, tu vois, ce genre de truc. Et le mec souvent peut être très très mince, comme l'épouvantail dans Batman ou le Joker, qui était pas à la base quelqu'un de très 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 épais. Non, franchement, c'est pareil. Là aussi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis et c'est pour ça que franchement, je voulais vous les lire parce que certains commentaires, en fait, étaient trop bons pour ne pas être partagés. Étant petit et Marc, tu continues, tu me dis, je détestais Edge de toute mon âme. Le Edge heel associé à Vicky Guerrero, tout ce qui m'insupporte, un mec arrogant qui bénéficie d'une gloire qu'il ne mérite pas, hahaha, méritocrate, toujours.
À l'époque, j'avais beaucoup de mal avec les tricheurs et John Cena. Je me souviens d'un match en particulier, Vengeance 2007 de mémoire. Edge défend le titre mondial contre Batista. J'étais à fond derrière Batista. Et oui, l'importance du booking. Edge avait le niveau d'un mid-carder au mieux, kayfabe, hein. Mais il a eu le titre car il triche. Aucune chance qu'il batte Batista. Je ne suis pas allé au lit. Je me suis arrangé pour ne pas rater ce match car je voulais absolument voir Edge se faire défoncer par Batista. Néanmoins, j'avais peur que Batista perde ce match. Peur car Edge était dangereux. C'est vrai, il ne peut pas battre Batista, mais il peut tricher pour y parvenir, et il l'a déjà fait contre l'animal et plein d'autres. C'est en cela qu'Edge est dangereux, non pas par sa force, mais par sa capacité à pouvoir battre les meilleurs, alors qu'il est une serpillière. Mec, c'est exactement ce que je viens de dire. Le personnage d'Edge est crédible, et c'est ça que je veux avec les heels. Je leur demande pas d'être forcément d'être fort car c'est accessoire, mais il faut au moins qu'on y croit quand on veut nous vendre que ce mec là peut battre le babyface. Exemple Cody contre Logan, oui, manquant de gros heels, ils ont pris Logan. C'est exactement ça. Pour en revenir au match, j'étais très content de voir Batista tabasser Edge, mais je n'étais pas serein tant qu'il n'a pas fait le tomber. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, Edge pouvait grudger, et voilà, et gagner le match. Et malheureusement pour le gamin que j'étais, car aujourd'hui le finish me fait bien rire, Batista a perdu par décompte à l'extérieur en faisant rentrer Edge sur le ring au moment du 10. Je précise qu'à l'époque, je ne connaissais pas très bien les règles, je pensais que Batista pouvait gagner le titre par décompte à l'extérieur. Bref, j'ai eu tellement de mal devant ce finish que ça m'a donné un point de côté et des difficultés à respirer. La nuit a été très difficile, voir un mec que je haïssais gagner comme ça sans sortir une fois plus, et Christophe Ajus qui criait Edge est champion du monde tout en étant KO sur le ring. J'ai atrocement souffert ce soir-là. Ça veut dire que le boulot était bien fait. Si ça t'a fait ressentir ces émotions, mec, c'était que le boulot était bien fait. Ouais, bon, alors t'assises en disant que t'aurais eu une crise d'asthme, etc. Dans le cas de Reigns, alors attends frérot, waouh, ah ouais, il est long ce commentaire. Allez, c'est pas grave, je vais le finir. Oh oui, frérot. Allez, dans le cas de Reigns, je n'ai pas connu le Big Dog car j'avais arrêté le catch. J'ai repris le catch en 2021 et Reigns était déjà champion. J'étais contre lui et je soutenais tous ses challengers. Reigns s'en sortait en trichant et ça m'agaçait. Par contre, à aucun moment, il me paraissait faible, juste qu'il aurait dû perdre plein de matchs et Jey Uso le sauvait. Puis vient un SmackDown où il a combattu et battu clean Daniel Bryan, qui m'avait l'air pourtant fort et capable de lui prendre le titre. Ce soir-là fut le soir où j'ai reconnu mon chef tribal, et c'est surtout arrivé car il a gagné clean. Oui, Reigns est fort et capable de gagner clean, et pour moi c'est légitime grâce à son passé de Big Dog, où il a battu tous les grands, c'est vrai. Et par rapport à ça, ce que je reproche à Triple H, c'est de le faire paraître faible en le faisant tricher dans systématiquement tous ses matchs de championnat. C'est vrai aussi. Sous Vince, il a battu Jey Uso, Daniel Bryan, John Cena et Big E clean. Sous Triple H, même un YouTuber comme Paul Logan n'arrive pas à le gérer seul. Non, même un YouTuber comme Paul Logan, il n'arrive pas à le gérer seul, voilà. Mais même Jey Uso, il y a eu des interventions alors que je m'attendais à un squash. Au final, au passage, zéro squash sous Triple H alors que Vince, il nous en donnait et c'était pas toujours con. J'en arrive à la même conclusion. Qu'en fait, le booking de Vince, c'est pour ça que, bon, je redis, je laisse de côté toutes les affaires qu'il y a, mais Vince, ça aurait été passionnant de bosser avec lui, d'un point de vue catch. Parce que piocher dans sa mentalité de booker de catch, parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Vince, mais j'y pensais tout à l'heure en revenant de la muscu, Vince récompensait les catcheurs. Regardez la victoire de Daniel Bryan, regardez la WrestleMania, regardez la victoire aussi d'un autre qu'il faut pas dire, Chris Benoit. Vince respectait les catcheurs et au bout d'un moment leur donnait toujours leur moment de gloire. Et il savait aussi construire des heels. Allez, je termine ton commentaire. Pour moi, avoir un Reigns faible qui dépend autant de la Bloodline n'est pas cohérent avec son passé de Big Dog, c'est vrai. Il a un gros passé où il a roulé sur tout le monde et d'un coup, ce même tout le monde lui roule dessus. Je veux bien qu'il se fasse malmener par des gars vraiment établis, car oui, si tu reposes sur ton clan, forcément ça joue sur tes performances, puisque la pression n'est plus la même. Mais sous Triple H, tous ces challengers établis, comme pas établis, c'était pareil, il se fait tabasser et s'en sort grâce à la Bloodline. Et je n'en pouvais plus de ça, c'est vrai, il était dangereux, mais je ne trouvais pas ça cohérent. Et c'est là que tu as dit, ce que tu as dit me frappe. La cohérence aurait voulu que Reigns batte LA Knight clean, car Knight n'était pas vraiment établi. Cependant, faire ça aurait totalement enterré LA Knight, c'est vrai également. Et la règle s'applique pour tous les autres catcheurs, les autres adversaires sous Triple H comme Logan Paul ou même Jey Uso. Or le catch est un business et être totalement cohérent, ce n'est pas toujours bon pour le business, ça aussi c'est vrai, parce que si on veut être cohérent, on arrête de regarder du catch. On arrête de regarder du catch, pourquoi ? Parce que, mes amis, j'ai jamais vu de sport de combat où on peut envoyer un mec dans les cordes d'un ring en le tenant par le poignet. Ça, c'était un des trucs qui me flinguait toujours quand on avait Triple H ou même des fois William Regal qui nous disait « on veut du réalisme dans les matchs ». D'accord, mais on va projeter le mec dans les cordes avec le poignet. Donc, au bout d'un moment, il faut garder en tête que ça reste du catch quand même. Cependant, le catch c'est un business, c'est totalement cohérent, ce n'est pas toujours bon pour le business. Ta réponse m'a fait réfléchir à tout ça. Les challengers battus clean par Reigns, Jey Uso,
c'était un mid-carder, il n'avait pas le hit. Daniel Bryan était en fin de contrat. John Cena allait de toute façon repartir à Hollywood. Biggie allait perdre son titre et retourner dans la mid-card. Le point commun est qu'il n'y avait aucun vrai projet pour eux, donc autant les utiliser pour faire paraître Reigns fort. Or, sous Triple H, tous ces challengers étaient mis en avant à travers Reigns, et comme il fallait éviter tout changement de titre, on les protégeait pour éviter que leur projet se fasse enterrer. Pour le cas de Reigns, je suis apaisé, le manque de cohérence me titille toujours, mais c'est bon pour le business. C'est vrai qu'au final, ils ont beaucoup utilisé, Triple H utilise beaucoup Reigns pour construire d'autres personnes, parce qu'il ne faut pas oublier que Reigns, sans être méchant, je pense qu'il est sur la fin de sa carrière. Entre la leucémie, sa vie de famille et forcément une attirance pour Hollywood, Reigns, on va pas le voir encore 10 ans à la WWE. Peut-être 5 ans au maximum, et avec son emploi du temps allégé. Donc il faut former d'autres stars. Donc utiliser Reigns pour construire d'autres stars, c'est ce qu'il faut faire, mes amis. Un gros babyface, je finis ton commentaire, un gros babyface a besoin d'un gros heel, c'est très très vrai, c'est ce que disait Bret Hart, et je vous l'ai dit dans la dernière review, et vous le verrez dans les TLRM, j'ai besoin moi de gros heel en tant que Spartiate ou babyface, tout comme mes adversaires quand je suis heel ont besoin de moi pour mousser, CF Jean-Michel. Un gros babyface a besoin d'un gros heel, et la roue de secours qui consiste à faire tourner heel un autre gros babyface, c'est vrai, il ne faut pas qu'elle quitte son rôle de roue de secours pour devenir la norme, en effet. Un Gunther et un McIntyre, c'est bien, mais il faut plus de heels qui sortent de la mid-card et se mettent vraiment à déranger des mecs dans la title picture, c'est vrai. Je veux au moins y croire en la capacité du heel à vraiment pouvoir gagner le match, et pas juste bailler et aller pisser quand un Santos Escobar se pointe avec sa clique comme s'il pouvait gagner quelque chose. Et pour ce qui est de leur donner des victoires clean, c'est compliqué, mais il en faut quelques-unes pour qu'ils soient crédibles. C'est vrai, il faut construire le gars. Regardez Carmelo Hayes, ils sont en train de le reconstruire petit à petit. Or, tout le monde ne peut pas gagner en même temps. Franchement, c'est beaucoup plus facile de booker des personnages de films ou de BD que des catcheurs. C'est vrai. Et c'est un euphémisme. Merci, bel esprit, tu m'as donné une autre manière de voir le catch. Frérot, merci, tu me donnes des frissons à dire ça, parce que c'est le but de la chaîne. Transmettre et, oui, partager. Et faire des vidéos comme ça, même si au final c'est long, je pensais faire que 1 quart d'heure, 20 minutes. C'est toujours pareil sur la chaîne. Oh oui, bel esprit. Merci bel esprit, tu m'as donné une autre manière de voir le catch, je ne peux pas juste me concentrer sur la cohérence de l'histoire et ignorer le business, et d'ailleurs, même dans les autres types de fiction, le business arrive à modifier l'histoire. En tout cas pour ma part, je laisse les réflexions à donner la migraine à Triple H, on verra ce qu'il va nous proposer. Vous savez, après Backlash, petite anecdote, après Backlash, il y a eu la conférence de presse où il y avait pas mal de youtubeurs qui étaient dans la foule. Moi j'assistais mais en retrait, je voulais voir comment les superstars répondaient aux questions. Franchement, je sais pas si je vais un jour le faire, ce genre de conférence de presse, je sais pas, peut-être je referai la sécurité. Mais moi, c'est le genre de question que je poserais à Triple H. C'est quoi, bas les steaks, je lèverais la main, je dirais, ouais, Tom Larufan, anciennement Sylvester Lefort, je gère ma chaîne YouTube. Question, est-ce que vous pensez qu'il est encore, aujourd'hui, il est possible de construire des heels forts qui gagnent clean? Alors, il va me citer Gunther en exemple, mais je sais pas. C'est le genre de question que je poserais dans une conférence de presse à Triple H. Oh oui. Eh bien, merci amigo pour ton commentaire. Tac. Est-ce qu'on en a encore? Là, il y en a un. Et je crois même qu'il y en a 2. Allez, on termine par ça, mes amis. Oh oui, après, il faut que j'y aille. Alors, Damian Knox 7592 me dit: la review qui fait plaisir à voir pour bien terminer cette semaine. Bon, perso, j'aime beaucoup tes analyses de match pendant les reviews. Bon, ça, c'est bon. Pour ce qui est du booking, pour ma part, je préfère largement le booking Triple H à celui de McMahon. Parfait, c'est très bien. Échangeons, mes amis. Ça m'a fait revenir au catch et apprécier à nouveau le produit. Même si tout n'est pas parfait, évidemment. Les titres mineurs qui ont quasiment disparu ces derniers temps, c'est vrai, masculin, féminin, exactement, c'est vrai. Pour ce qui est du kayfabe, j'ai une approche particulière. Perso, je sépare ce que je vois entre les moments du show et les vidéos backstage où les lutteurs lâchent leur rôle. Moi, mais ça, c'est leur problème. Moi, je vous dis, si j'étais dans ce rôle-là, alors bien sûr, toute proportion gardée, bien sûr, mais j'essaierai au maximum de garder le personnage. Il faut entretenir la magie du truc. Il faut que les gens y croient, bordel de merde. Et alors en disant ça, je flingue tout, mais non, mais en fait, c'est pareil, on échange sur le catch. Bon, bref. Tac. C'est pas parce que je vois Jacob taper une barre de rire avec quelqu'un quand je le vois après sur un ring, non, avec quelqu'un, que quand je le vois après sur un ring et qu'il campe un rôle de heel, je vais penser au hors kayfabe et me dire qu'en vrai il est sympa, donc je rentre pas dedans. Je vois vraiment ça comme une série. Oui, mais ça c'est toi. Après, il y en a, ils mélangent tout. Ils mélangent la vraie personne vis-à-vis du gars qui sont sur le ring. Donc ça, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut, dans tous les cas. Je n'ai jamais été un grand amateur du kayfabe pur qu'un lutteur garde à tout moment. Ça marchait très bien à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est exactement ce que je disais. Et c'est là que je kiffe, en fait, dans les commentaires, le niveau que vous avez, les gars. Les gars et les meufs. Le niveau que vous avez dans certains commentaires, c'est au final, on arrive à la même conclusion. Et ça, c'est bel esprit. Oh oui. Tac.
voilà, où il n'y avait pas les réseaux sociaux et que c'était plus simple de donner l'illusion du réel, mais je trouve qu'à notre époque, il faut s'adapter et ajuster la vision du job de catcheur. Je pense vraiment que le fait de tirer des méchants n'est pas gênant en soi si c'est bien raconté. On a de plus en plus d'anti-héros, voire de méchants qui sont vraiment stylés et intéressants à suivre dans leurs histoires. Alors oui, mon cher Damien Knox, mais moi je te dirais, comme tu le dis, les réseaux sociaux c'est un outil de travail qui donne une fenêtre différente sur le business. Eh bien, tu sais quoi ? Autant l'utiliser à ton avantage et être encore plus heal ou être encore plus babyface. Moi, c'est comme ça que je raisonne. C'est comme ça que je raisonne parce que je me dis, plus c'est crédible, plus c'est vendeur. Je cite cet exemple, Borat. Borat, le dictateur. Alors Bruno, j'ai pas tant accroché que ça, j'ai regardé, mais au bout d'un moment, quand il commençait à sortir des godemichés à l'aéroport avec je crois il avait même un enfant dans les bras. Non, c'est bon, là c'est too much, là c'était too much. Mais Borat et le dictateur de Sacha Baron Cohen, j'ai adoré parce que le mec, toutes les promotions des films il les faisait en personnage et ça je disais c'était bel esprit. Oh oui. Et mes amis, donc merci pour ton commentaire Damien Knox. Au final, je suis d'accord sur certains points et d'autres, j'ai une vision différente, mais c'est ça qui fait le bel esprit de la communauté. Dernier commentaire, Abel Morgan, tu me dis: salut Tom et bel esprit à toi. En re-regardant Backlash à Lyon et en revoyant la pop et le soutien qu'on a donné à AJ Styles, qui était heel à l'époque, je me suis demandé s'il existait, ou même si tu avais déjà expérimenté, des foules qui acclamaient les heels et conspuaient les babyface. Et si oui, comment est-ce que ces réactions pourraient affecter le kayfabe ou le déroulement d'un show de catch? Mon œil de néophyte trouve que ça pourrait être intéressant comme exercice pour les catcheurs que l'on porterait comme anti-héros, chéris par la foule pour les heels et comme victimes rejetées pour les babyface. Ça leur permettrait peut-être de dévoiler ou de construire une nouvelle facette de leur personnalité. Un grand merci pour son contenu. Mais écoute, c'est parfait, Abel Morgan, de terminer cette vidéo avec ton commentaire. Moi, je vais te dire clairement comment je réagis dans ce genre de situation. Je vis le truc. Si je suis heel et que j'ai des raisons de détester la foule, même s'ils m'acclament, je vais continuer à les détester. Parce que j'ai de vraies raisons de les détester. D'un autre côté, ça m'arrive, sur des shows, j'arrive, je suis babyface et la foule ne m'aime pas. Et ben là, je les regarde, je fais... Je vais pas les forcer à m'aimer et je vais pas les forcer à me détester. Je vais rester moi-même. Et c'est ça au final la clé, j'allais dire, du catch, c'est de vivre ce que vous faites et de le vivre intensément et à 100%. Mes amis, et quand vous faites ça, ça marchera parce que la foule sentira. Si vous vivez ce que vous faites dans le ring, la foule va le vivre avec vous. Oh oui, c'est un des plus grands conseils que j'ai jamais reçu en catch et c'est un des plus grands conseils que j'applique toujours et maintenant c'est un des plus grands conseils que je transmets aux jeunes que j'entraîne dans des stages, dans des entraînements ou quand on fait des shows comme TPW Legacy sur le TPW Premium qui sont des shows excellents. Si vous aimez ce genre de discussion mes amis, si vous avez aimé cette vidéo TLR Booking, croyez-moi, des shows comme TPW Legacy, vous allez adorer ça parce que c'est des heures et des heures où des gens comme moi, Lucas Di Leo, Artemis, qui a eu sur les jeux, il y a eu White Storm, Mark Sebir, il y a eu Mila Smith, bref, des gens qui ont des expériences internationales incroyables, eh bien, ils partagent leur savoir avec des jeunes catcheurs. Donc mes amis, merci pour cette vidéo qui au final a fait le double du temps que je comptais y mettre, mais c'est pas grave, c'est pour la passion, on fait ça, oh oui. N'hésitez pas, maintenant, je pense que je vais le faire relativement régulièrement quand il y a des gros commentaires comme ça, et surtout qu'il y en a plein d'affilée, on fera des vidéos comme ça. J'espère que vous avez kiffé, dites-le moi si vous avez kiffé dans les commentaires, et on se voit donc, que je dise pas de bêtises, eh bien samedi pour la review de SmackDown. La semaine prochaine TLR Stories. Oh oui, je vous invite à regarder, mais celle de mes la regarder si vous l'avez pas encore fait, les Tryhard Impact postés vendredi dernier. Oh oui, très grosse vidéo dans laquelle j'ai mis beaucoup d'énergie et beaucoup de sentiments. Et ben je vous dis, gardez le bel esprit, on se voit samedi pour la review de SmackDown. Oh oui, magnifique. Oh.